la signature de Washington, Kinshasa tente d'expliquer ce qui s'est passé, les contenus de l'accord. C'est que la République démocratique du Congo gagne de cet accord et c'est que la République démocratique du Congo est en train de perdre. Nous allons faire un point dans cette vidéo. Mais également, nous allons parler de la situation à Goma où la M23 a craché des vérités sur Doha. Alors qu'un accord de confidentialité a été signé à Doha, la M23 sort de son silence, explique le blocage dans des conditions pour relancer la 5e table des négociations avec le gouvernement congolais. Nous allons où exactement? On en parle aujourd'hui. Bienvenue. On ne parlera pas tout simplement de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Le sport va également nous intéresser. On commence par là. Ben, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise et bonjour à tous les amoureux du sport. Jospin, toujours l'habitué de cette rétrospective. Jospin Hangui, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup et bonjour à ces millions de téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde. L'actualité a commencé par l'accord de Washington qui a été signé, l'accord d'IDP. Développement, à Goma d'abord, à Doha, ça bâcle, mais il y a cette volonté de continuer. À Kinshasa, les explications sur Washington. Comment a été cette semaine pour vous? Comme nous l'avions dit sur ce plateau le week-end dernier, tout semble confirmer que les deux démarches sont différentes. La démarche de Washington est bilatérale, qui engage deux pays, la RDC et le Rwanda, alors que la démarche de Doha semble être multilatérale. Elle engage en même temps le gouvernement congolais et les groupes armés AFC M23 ou mouvement politico-militaire. Elle engage aussi la communauté internationale à travers le Qatar, mais également elle engage en quelque sorte Washington, qui avait aussi invité le Qatar comme observateur à Washington, bien sûr, lors de la signature de l'accord. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les deux briefings de presse qui se sont tenus simultanément. D'abord, on va commencer par là, Wagner, qui a surpris certains. Pour d'autres, c'était un discours de routine, ce qu'on attendait du gouvernement congolais. D'abord, la question des FDLR, ils seront sensibilisés. Et après la sensibilisation, montrer l'importance de rentrer chez eux au Rwanda. Pourquoi aujourd'hui ce changement des narratifs pour le gouvernement congolais, selon vos analyses? Elle a parlé d'une séance pédagogique, elle a qualifié le briefing de presse d'une séance pédagogique, mais c'est que nous allons retenir aujourd'hui comme Congolais et tous ceux qui nous suivent, parce que l'accord qui a été signé contient plusieurs points, mais les points qui intéressent les Congolais, c'est les désengagements des troupes rwandaises et la neutralisation des FDLR, mais aussi la neutralisation des groupes armés étatiques, notamment les Maïmaï et les Ouazalendo. Qu'est-ce qui va commencer? Parce que les Congolais, c'est pas question de savoir. Ou ils vont d'abord à quand le retour de l'autorité de l'État dans les zones occupées par la FC23, à quand le rétablissement de la paix? Cette question trouve des éléments de réponse dans la neutralisation des FDLR, parce que c'est une condition qui a été posée par Kigali. Vous neutralisez les FDLR, nous retirons aussi notre mesure de défense, ou les troupes rwandaises qui sont sur le sol congolais. Maintenant, la question qui se pose, comment cela va se passer? Selon la ministre Wagner, cela va se passer simultanément, de manière concomitante. Donc, en même temps que les FDLR seront neutralisés, en même temps, les troupes rwandaises vont être retirées. Là, c'est différent du positionnement de Kigali. Pour Kigali, il faut d'abord commencer par neutraliser les FDLR. Maintenant, quand on pose la question à la ministre de savoir comment vous allez neutraliser les FDLR, elle ne trouve pas une réponse qui rassure les Congolais aujourd'hui. Je suis désolé de le dire parce que le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a mené un long débat cette semaine avec l'ancien ambassadeur du Rwanda en RDC, Vincent Karega. Il a aussi répondu au ministre des Affaires étrangères. Il a affirmé que les FDLR n'existaient plus au pays et que c'est les minéraux qu'on voile comme FDLR, mais la ministre Wagner a reconnu la présence des FDLR, mais elle a évoqué deux questions qui intéressent les Congolais aujourd'hui. Ceux qui nous suivent, parce qu'il y en a qui ont jubilé à Kinshasa et ailleurs qui ont pensé que la signature de l'accord était synonyme de la fin de la guerre. De la fin de la guerre, mais aussi
des retraits immédiats des éléments de la F-23. Mais aujourd'hui, ce que c'est dit à Kinshasa, ce que c'est dit à Goma, lors du point de presse, nous prouve que les Congolais doivent encore attendre. Et c'est désolant pour nous qui vivons cette situation depuis beaucoup d'années. Les deux éléments dont je voulais parler, c'est d'abord la sensibilisation des FDLR. Moi, je me pose la question. Les FDLR, ce sont d'abord des génocidaires, on ne doit pas l'oublier. Ce sont des éléments de l'armée rwandaise de l'époque qui sont accusés de commettre des génocides de présumer jusque-là contre des Tutsis. Voilà. Parce qu'il n'y a pas eu de condamnation. Ils sont au Congo. Mais non, comment le gouvernement qui n'a pas réussi à sensibiliser plus de 250 groupes armés congolais à déposer des armes va réussir à convaincre les FDLR à déposer des armes ou à retourner chez eux au Rwanda? Parce qu'il y aurait un programme semblable au PDRCS là-bas pour leur intégration. Mais est-ce que Kigali est prêt à les réinsérer dans la communauté? Est-ce qu'au Rwanda, ce n'est pas la justice qui les attend? C'est pas ils craignent aussi peut-être la mort? On ne sait pas. Mais comment la ministre d'État évoque cette question en des termes aussi simples comme la sensibilisation? Là où on attend neutralisation, elle parle de sensibilisation. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a parlé d'une neutralisation qui devra se faire dans 30 jours. Elle a parlé de 90 jours en 3 phases. 30 jours de neutralisation, 30 jours de retrait des troupes ou des engagements des troupes rwandaises et 30 jours, je ne sais pas, de sensibilisation. Mais comment est-ce possible de terminer cette question aussi complexe dans 3 mois? Est-ce que les FDLR vont accepter de retourner au Rwanda? Mais le deuxième point dont je voulais parler maintenant, elle nous parle de la présence, elle confirme la présence des FDLR, mais dans les zones sous occupation de l'AFC-M23, notamment au nord Kivu et au sud Kivu. Maintenant, elle parle de contexte, elle parle qu'il faut contextualiser la situation, même si l'accord aurait prévu un délai de 30 jours, mais il faut maintenant comprendre le contexte. Et c'est ce contexte-là qui nous plonge dans un doute sans fin. Nous qui vivons dans cette zone. À quand la fin de la guerre, de l'insécurité? Elle a dit qu'elle ne saurait même pas répondre à cette question, voilà, vu le contexte. C'est ça la question. Pourquoi douter alors que tout est clair? En tout cas, aujourd'hui, tout n'est plus clair, Blaise. Nous devons être... J'ai demandé à mes compatriotes congolais de ne pas être naïfs. On va faire le week-end dernier. On va faire une lecture. On va traiter des Rwandais après. Ça c'est. Ça n'engage que. Mais moi, je me dis que nous devons être des Congolais éclairés. On ne doit pas être des Congolais applaudisseurs qui disent c'est la fin de la guerre. On va couronner Madame la ministre d'État parce qu'elle a fini la guerre. Bien sûr, les Congolais, mes compatriotes, certains oublient qu'il y a un volet de partenariat bilatéral sur les minéraux congolais entre la RDC et les États-Unis, et que les États-Unis cherchent leurs intérêts sur le sol congolais. Les États-Unis n'ont pas intérêt que la guerre finisse parce que ils nous font de beaux yeux. Non, c'est parce qu'il y a des intérêts recherchés. Et aujourd'hui, moi, je me moque de certains Congolais qui traitent des Rwandais, tout celui qui essaie un peu de mettre un point de vue éclairé et contraire de la messe populaire, de la messe publique, de ce qui s'est dit dans le bar, dans les Nganda, ou sous les manguiers. Aujourd'hui, nous allons où exactement? Là où nous allons vers une destination inconnue. Est-ce qu'il y aura une reprise des guerres pour que, en fait, un processus puisse avancer? On sait déjà Washington, c'est déjà clôturé, mais Doha, est-ce que ça va nous donner aussi la chance d'ouvrir une nouvelle voie? Moi, je ne suis pas pessimiste. Je ne voudrais pas que les Congolais, certains me traitent encore de Rwandais, certains compatriotes, parce que je me montre pessimiste. Je sais très bien, et je l'avais encore dit ici, que nous sommes dans un processus à long terme. Là, je suis en tout cas optimiste. Je sais que ce processus, c'est un grand pas vers le retour de la paix dans notre région, même des Grands Lacs, la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Parce que le Rwanda soutient des groupes armés RDC parce qu'on voulait des minéraux de la RDC. Parce que le Rwanda, bien sûr, est derrière l'insécurité en RDC depuis des années. Mais il y a une question spécifique. La question du M23 ne concerne pas que le Rwanda. Et beaucoup d'experts ont reconnu que ce problème est congolais à 90%.
C'est pas moi qui l'ai, même des experts des Nations Unies. D'ailleurs, des experts des Nations Unies ont reconnu que cette question était congolaise à 90%. Et Faure Gnassingbé, le facilitateur aujourd'hui, l'a dit à Félix Tshisekedi. Yoweri Museveni l'a redit au président Félix Tshisekedi. C'est pas moi qui le dis, Blaise. Moi, je ne fais que rapporter. Et pourquoi je parle d'une question spécifique? Bien sûr, à Washington, on a traité d'une question complexe. On a traité très complexe. On a traité de l'insécurité dans la RDC depuis 30 ans. J'espère on est en train de régler un problème de 30 ans. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Le monde entier voulait de nos minéraux. On a donné des minéraux gratuitement comme ça. Est-ce que cela va nous permettre exactement d'avoir la paix? Surtout en suivant, après la réaction du M23 sur Doha. Pourquoi moi je suis pessimiste, Blaise? Parce que le langage de Kinshasa et le narratif du M23 ne concordent pas. C'est le jour et la nuit. Et tant que les deux parties ne se mettront pas d'accord sur un même langage, nous qui vivons en sécurité, nous continuerons toujours à rester pessimistes. N'en déplaise à ceux qui sont à 2000 km ou ceux qui sont dans la diaspora, ceux qui viennent de prendre leur thé, leur petit déjeuner ce matin. On ne sait pas si sur 100 Congolais qui sont à Goma, combien viennent de prendre leur... peut-être même parmi nous trois qui sommes sur ce plateau, peut-être c'est une seule personne qui aurait pris... Il n'y a pas de tasses de thé sur la table. Sur même le plateau. On ne peut pas avoir le même langage. Maintenant, parlons de ce qui s'est dit hier. La F-123 traite le gouvernement congolais de mauvaise foi. Malgré ce qui s'est passé à Washington. Donc, la signature de l'accord entre la RDC et le Rwanda à Washington, pour la F-123, c'est un bon pas vers une résolution à long terme. Et la F-123 souhaite même bonne chance, que ça se passe très bien, parce que ça n'engage pas ses revendications. Et moi, ça... Mais Bonip a dit ceci, je le répète, dans la conférence de presse, le processus de Washington va nous aider à ouvrir une voie où on va se retrouver autour d'une même table pour parler des problèmes qui sont nôtres aujourd'hui, des causes profondes du conflit. Ma question réside, est-ce que Doha vit l'allure aujourd'hui qui prend les M23 alors qu'il y avait un accord de confidentialité dans Doha? J'ai posé à Bertrand Bisimwa plusieurs questions pour comprendre ce qui se disait à Doha. Aujourd'hui, la sortie médiatique du M23, qu'est-ce que ça va insinuer? Malgré qu'il y a la confidentialité signée à Doha, aujourd'hui, la M23 qui appelle la presse pour parler à des Doha, qu'est-ce que ça va insinuer exactement? Nous ne sommes pas seulement journalistes, nous sommes aussi des analystes. Quand même, nous venons de couvrir cette guerre depuis beaucoup d'années. Personnellement, c'est depuis 2014. Depuis que la guerre a commencé? Moi personnellement, c'est depuis 2014 que dans chaque édition du journal, je parle soit des morts à Beni, soit des morts à Rutshuru, soit des reprises des combats. Donc, nous maîtrisons cette question. C'est la sortie de l'F-123 veut, à mon entendement, selon mes analyses, dire à Washington, dire aux Congolais que notre problème persiste. Nous encourageons ce qui s'est fait à Doha parce que c'est une voie de sortie décrite dans la RDC de Rwanda. Mais nous, comme mouvement politico-militaire congolais, nos revendications persistent. Et nous acceptons encore pour la 5e fois d'aller à Doha. Mais nous avons constaté, ça c'est le M23 qui le dit, le M23 a constaté que le gouvernement congolais envoyait des émissaires sans mandat. Et que donc, Kinshasa n'a pas pris au sérieux le processus. Sans mandat, ils viennent comme des touristes, selon Benjamin Bonipa, qui a mené la délégation. Lui, au moins, il est le secrétaire permanent de l'F-123. C'est une bouche autorisée, c'est lui qui était là. D'ailleurs, c'est une bouche officielle pour nous qui sommes journalistes. Donc, ce qu'il a dit, nous pouvons le rapporter sans gants. Il dit que le président Tshisekedi les a envoyés des émissaires sans mandat. Ils veulent cette fois que le président se prononce officiellement chaque fois qu'il envoie des émissaires et qu'il reconnaisse ceux-là qu'il envoie et qu'il reconnaisse l'F-123 comme interlocuteur. L'F-123 veut aussi que le Parlement puisse annuler sa décision de ne pas reconnaître l'F-123 comme un interlocuteur. Parce qu'aujourd'hui, l'F-123 est dans le flou. Le Parlement congolais ne reconnaît pas ce processus-là de Doha, ne reconnaît pas un cadre de dialogue entre la RDC et l'F-123. Et ça, c'est grave. Tant que le gouvernement ne reconnaît pas, ou le Parlement, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'aller se promener aussi à Doha. Et c'est très grave pour la population qui vit les affres de guerre, qui aspire à une fin
des atrocités. La F-123 veut aussi que, là je parle des conditions qui ont été posées. Je les énumère comme ça, je ne les succède pas comme elles se suivent. Ce n'est pas une liste exhaustive. La F-123 veut aussi que les discours de haine cessent, notamment ceux qui commentent sur les réseaux sociaux, tel Rwandais, il n'est pas congolais. Que ces discours cessent parce que, jusqu'à preuve du contraire, depuis que nous couvrons les acteurs de la F-123 à Goma, on entend l'hymne national de la RDC. On hisse les drapeaux congolais. On utilise la monnaie congolaise ici à Goma. Et nous qui sommes ici, nous parlons des questions congolaises. Nous informons sur ce qui se passe à Kinshasa, à Boma, à Kisangani. Donc nous sommes encore congolais. Reste toujours cette chaîne indépendante. Congolais. Et comme certains le disent, la F-123 nous a trouvés à Goma. Nous ne sommes pas allés à la région de la F-123. Nous sommes des journalistes congolais. Nous sommes chez nous à Goma. La F-123 est venue prendre la ville de Goma. Elle nous a trouvés ici. Mais nous sommes chez nous. Nous n'avons pas à nous inquiéter et nous n'avons pas à céder face à des commentaires méchants ou vicieux. Maintenant, la F-123, avec ces discours de haine-là, puisse cesser pour qu'il y ait un climat de confiance. Mais aussi, la F-123 a demandé la libération des prisonniers politiques, ceux qui sont membres des familles. Des personnes venues des zones sous contrôle du les gens qui quittent Goma pour aller à Beni, ils sont pris comme des ennemis, alors que les gens qui quittent Beni, ils viennent à Goma facilement, selon Benjamin Bonipa. Et c'est réel. D'ailleurs, il y a un confrère qui avait quitté Goma pour se rendre à Kinshasa en passant par Beni. Et il a été emprisonné pendant plus de 15 jours. Parce qu'on a vu dans son téléphone des photos de la F-123 qu'il avait prises lors du point de presse. La première conférence de presse à Serena Hotel. Voilà, c'est un journaliste qui après il voulait documenter et regarder les archives. Il a été emprisonné. Et voilà, j'ai énuméré quelques revendications. Je ne sais pas si le gouvernement congolais va répondre à ces revendications. Voilà pourquoi moi j'alerte la conscience collective aujourd'hui. On va finir par là. On finit par là. Vous devez savoir que plus les jours passent, plus la misère du peuple congolais, qui vit surtout dans l'Est, s'alourdit. Plus on parle de Doha 1, Doha 2, 3, 4, Washington, Wagner nous parle d'une situation qu'elle ne sait pas, dont elle ne sait même pas quand est-ce qu'elle va finir. Elle aussi ne sait pas si c'est combien de jours, ce que ça va prendre. Nous sommes traumatisés. Parce que vous vivez bien, nous vivons à chaque jour des atrocités, on apprend encore que les combats reprennent telle part. Et aujourd'hui, peut-être je vais finir aussi par là, Blaise, quand on parle encore d'un aéronef civil qui transportait de l'aide humanitaire qui a été abattu par des drones FARDC à Minembwe, ça ravive encore les tensions. Là où on allait vivre un cessez-le-feu, il y a encore des mesures mise en place, des mesures de défense mises par la F-123. On parle encore des éléments de la F-123 qui se repositionnent sur certains villages parce qu'ils craignent une avancée des FARDC. On signale aussi des mercenaires du côté Kisangani dans les rois des FARDC. On se rend compte que sur la table politique, il y a des avancées sur papier qui sont applaudies par un peuple naïf. Mais sur le terrain, c'est des affrontements, c'est des accusations mutuelles, c'est des termes qu'on utilise mais qu'on ne comprend pas dans des briefings de presse, et il faut que ça cesse. Et nous, peuple congolais, vous qui nous suivez, il faut mettre pression aux autorités. Il faut demander au président Tshisekedi, donnez-nous un délai. Dans combien de temps devons attendre le retour de la paix, le rétablissement de l'autorité de l'État et tout, l'attente entre vous et l'F-123. Ou donner alors au président des délais, comme on le faisait avant, le mouvement citoyen. Monsieur le Président, nous vous donnons jusqu'à décembre. Si cette question n'a pas encore trouvé de solution, nous allons descendre dans les rues. Le mouvement citoyen. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens descendent dans les rues pour boire. Pour faire des messes d'action de grâce et remercier Dieu parce que la guerre a pris fin. Mais attends, on est dans quel monde? Les gens descendent dans les rues pour prendre la bière à Kinshasa. Et là, j'ai suivi une marche de l'Union sacrée pour féliciter. Mais l'accord de Washington. Mais nous qui vivons ici, nous n'avons encore rien vu. Il faut mettre pression, il faut être un peuple exigeant parce que cette guerre a trop duré. Merci beaucoup, Jospin. Je suis en train de sourire, mais des larmes aux yeux. Espérons que la conscience va retourner. Georges Belmouima, bienvenue sur ces plateaux. Merci Blaise.
on va commencer par cette page noire en sport. Ouais, c'est une très mauvaise nouvelle pour les footballs. Le départ de Diogo Jota, l'attaquant de Liverpool, qui est mort en Espagne à la suite d'un accident de circulation. Un accident qui a coûté également la vie de son jeune frère, âgé de 26 ans, aussi footballeur professionnel, qui joue avec la formation de Penafiel. Diogo Jota, son départ laisse un très grand vide dans cette équipe de Liverpool. Une équipe qu'il avait rejoint en 2020 pour 65 buts marqués en 182 matchs. Et puis, c'est un coup dur pour la sélection portugaise parce qu'il était un élément clé de l'équipe nationale. Il a joué 49 matchs, 45 sélections pour 14 buts marqués. Et d'ailleurs, je vis Cristiano Ronaldo rendre hommage à ces derniers, dire qu'on était d'ailleurs ensemble lors du dernier rassemblement. Je ne comprends pas ton départ parce qu'il était encore trop jeune. À 28 ans, il était déjà vainqueur de la Ligue des Nations avec le Portugal, aussi vainqueur de la dernière édition de la Prima Liga. Donc, c'est le football mondial qui perd un joueur qui était encore talentueux et qui avait encore beaucoup à donner. Et dommage parce qu'il était seulement à une semaine de son mariage. Donc, aussi pour la famille, c'est un coup dur. À Goma également, on signale une pépite qui est mort. On ne sait pas dans quelles circonstances. Ouais. Il s'agit de qui exactement? Ouais, il s'agit de ces jeunes qui jouent avec la formation de Likonji, Jojo, surnommé d'ailleurs Falcao, à part ses coéquipiers, surtout avec sa taille. Il était un joueur prometteur qui jouait avec la formation de DFC Likonji, mais il est mort, j'ai dit, mais on ne sait pas encore les circonstances de son décès. Il y a toujours des c'est morts ce qui comme se passe ça. actuellement dans cette partie du pays. Bon, au niveau national, c'est la Coupe du Congo qui se poursuit, qui est à sa dernière ligne droite avec la formation de l'IS Sokozaki qui reste jusque-là l'unique représentant de la province du Nord Kivu qui est qualifié pour l'étape des demi-finales et qui devra attendre les vainqueurs du match entre Étoile du Kivu et l'AS Simba prévu le 7 juillet à Kinshasa pour être fixé sur son adversaire en demi-finale. Et l'équipe de Sokozaki s'est d'ailleurs renforcée avec un attaquant ancien de Virunga et de l'AS Nyoki Gagayenga pour renforcer son effectif. Donc, le Nord Kivu peut désormais compter sur l'IS Sokozaki pour peut-être ramener une troisième étoile en province. Quant aussi qu'on a que l'AS Nyoki en 2018 et l'AS Kabash en 2005, les deux équipes qui ont déjà remporté cette compétition. Et en cas d'une victoire, Sokozaki sera qualifié pour les interclubs de la CAF et accompagné par la formation de l'AS Mani Magno qui a fini à la 3e position en Ligue 1, quand on sait qu'en Ligue des Champions, on aura l'FC Les Aigles du Congo et la formation du FC Saint-Eloi-Lupopo. C'est vrai qu'on avait raté cette matière la semaine passée. Mazembe ne jouera pas les interclubs comme les Derin Clémenté Mapembe ou encore l'AS V-Club. C'est pour autant dire qu'il y a beaucoup à dire sur les géants du football congolais. On devrait parler également du mercato. Je vais vous décevoir un peu. Parlons de la situation du FC Étoile du Kivu. J'ai appris, bloqué à Beni. Il devrait aller à Kinshasa. La situation s'est décantée. Ouais, ils sont obligés de passer parce que les matchs étaient prévus à Butembo, au stade Van Vel. Alors, c'était Simba qui devrait se déplacer à Butembo pour être reçu par la formation d'Étoile du Kivu. Mais Simba sollicitait les reports et il a eu gain de cause. Le match a été délocalisé à Kinshasa. Étoile du Kivu était dans l'obligation maintenant de rejoindre Simba à Kinshasa. Ils sont en route. L'équipe passe par Entebbe, en Ouganda pour en fait être à Kinshasa aujourd'hui. Pour atteindre Kinshasa, il faut beaucoup de trajets. Donc, c'est compliqué pour les équipes de la province du Nord Kivu qui sont encore en compétition. Donc, on espère que l'équipe sera à Kinshasa avant ce match qui est prévu les dimanches 7 juillet au Stade Tata Raphaël. Nous avons vu également un communiqué, la FECOFA qui a annoncé la nouvelle figure pour
Exactement, c'est une dame qui va diriger les comités de normalisation mis en place par la FIFA. Donc, moi, la question que je me pose, à quand les élections? Parce que ces comités avaient été installés depuis 2023 pour organiser les élections à la tête de la FECOFA après les 18 ans des constats au Mali. Mais depuis 2023, il y a eu, depuis 2023, on est maintenant 2025. Ça fait maintenant 2 ans que c'est la FIFA qui gère le football, les football congolais. Maintenant, après Dieudonné Sambi, depuis 2023, il y a maintenant une dame qui va diriger les affaires courantes à la tête de la FECOFA. En cas des élections, ça va rester encore une question très compliquée. Pourtant, les Congolais ont besoin d'un président élu par les présidents des différentes ligues. Il y a beaucoup de problèmes en République démocratique du Congo. Messieurs et dames, merci de nous avoir suivis. Merci de suivre Kivu Morning Post. Merci de vous abonner, de commenter, de liker des vidéos. Cela nous motive à continuer à vous informer. Nous allons prendre les risques possibles. Nous, on a prêté serment pour vous informer avec neutralité et on ne trahira pas notre émission. Portez-vous bien.